L'école des hautes études en sciences sociales, qui va donc intervenir sous ce titre très général du printemps arabe, mais je pense qu'il va très rapidement nous préciser les choses. Merci beaucoup. À vrai dire, le titre Printemps arabe n'est pas tout à fait, disons, le mien. Je n'utilise jamais ce terme, mais à un moment donné, bon, j'ai accepté que Gilles utilise le terme en le mettant entre guillemets. Donc, c'est entre guillemets, c'est ça à prendre entre guillemets. Effectivement, le monde arabe connaît, depuis maintenant un peu plus d'un an, des contestations révolutionnaires. L'expression que j'utilise, c'est le terme de configuration révolutionnaire, configuration au sens Elias du terme. Autrement dit, on peut expliquer une crise révolutionnaire, une crise de pouvoir, une crise d'obéissance aussi à partir d'un système multivariant. Ce n'est pas pour autant qu'une révolution, une crise révolutionnaire constitue une fatalité. Configuration révolutionnaire, pourquoi j'utilise ce terme? Je crois que bon, là, je me réfère au bon vieux Lénine qui disait que bon, ben, la crise de la révolution, c'était quand le pouvoir n'était plus en mesure disons, de décider, les décideurs ne pouvaient plus décider et les gouvernés n'acceptaient plus d'être gouvernés. Je crois qu'effectivement le monde arabe a connu une telle situation. Autrement dit, les palais étaient encore pleins ou sont encore pleins, mais les palais ne décident de plus rien. Et de l'autre côté, la rue est mobilisée, mais la rue n'occupe pas encore les palais. Donc la configuration révolutionnaire, pour moi, effectivement, c'est cette crise, cette rupture dans l'obéissance, l'impossibilité de reproduire l'obéissance, l'impossibilité de reproduire, disons, un système bien établi. Comme j'ai dit, dans le sens Elias du terme, une configuration peut s'expliquer pratiquement de manière structurelle, je dirais, et de l'autre côté, aucune configuration ne peut être prédite et une configuration donnée n'est nullement une fatalité. Ce qui rend possible une configuration, c'est bien entendu d'abord des facteurs d'ordre structurel. En deuxième lieu, je pense qu'il faudrait prendre en considération les facteurs d'ordre idéal. Et en troisième lieu, les facteurs d'ordre conjoncturel interviennent pour qu'on puisse obtenir une configuration inédite. Et je crois que pour comprendre ces configurations, l'apport de l'histoire politique, de la philosophie politique et de la pensée de Claude Lefort peut nous être extrêmement utile. Le registre structurel, j'ai dit, je commencerai peut-être en disant que les événements ont commencé d'abord en Tunisie, par la suite en Égypte. Ces deux sociétés se particularisaient par de très nombreux facteurs structurels. N'oublions pas que aussi bien la Tunisie que l'Égypte étaient des espaces centralisés dès le début du XIXe siècle. Je ne reviendrai pas sur les conditions de cette centralisation, mais cette centralisation signifiait en même temps une sorte de marginalisation des provinces, alors que les mouvements ont commencé dans les provinces, une sorte de marginalisation des facteurs tribaux et surtout l'érection de la capitale en tant qu'espace comme le lieu par définition, là où on fait le politique, là où les changements deviennent possibles. Il s'agissait aussi de sociétés à la fois très différenciées et diversifiées, mais en même temps, parce qu'il y a précisément cette centralisation et cette centralité de la capitale, que ces sociétés avaient également la capacité de s'imaginer comme société, s'imaginer comme faisant société. Des sociétés différenciées, des sociétés aussi ouvertes. En même temps, ces sociétés avaient des régimes politiques totalement anachroniques. Dans une société comme la société égyptienne, avec une diaspora, avec une ouverture sur l'Europe, avec énormément de touristes, on avait un système plébiscitaire, un système politique plébiscitaire qui ne pouvait plus, absolument plus convaincre, disons, la société. Et de la même manière, on peut dire que la Tunisie, avec une centralité, avec une ouverture sur le monde, avec une diaspora, avec un espace intellectuel extrêmement riche, avait un système politique plébiscitaire qui ne pouvait plus durer. Donc, des facteurs d'ordre structurel, des facteurs d'ordre idéal en deuxième lieu. L'idée de changement était très largement diffusée au sein de la société. Les deux sociétés étaient travaillées par une attente démocratique. Cette attente démocratique s'était exprimée déjà par le passé à plusieurs reprises, et cette attente démocratique, cette attente de contestation d'ailleurs, s'était largement diffusée. La télévision en parlait, la littérature ou le cinéma était habité par cette idée d'attente de rupture. Cette attente démocratique, cependant, était dissociée de l'axiologie.
Et je crois que là aussi, lorsqu'on fait une sociologie comparée des révolutions, on voit combien l'importance de cette attente dissociée de l'axiologie, mais en même temps qui banalise l'espérance de changement, est importante. Et en troisième lieu, des facteurs d'ordre parfaitement conjoncturels qui sont liés cette fois-ci à la gestion de la crise qui sont liés à la gestion de la crise. Dans les deux pays, les pouvoirs ne disposaient plus de sens politique, n'étaient plus capables de produire de sens politique. Et en gros, la lutte contre le terrorisme qui leur apportait une rente aussi bien sur la scène intérieure que sur la scène mondiale était devenue la seule idéologie dont ils disposaient. C'était des régimes sécuritaires qui avaient renoncé à avoir toutes sortes d'hégémonies, de construction hégémonique politique. D'où leur incompréhension face au mouvement. Et lorsque la contestation a commencé à être arrivée à son acmé en Tunisie, la seule chose que Ben Ali a pu dire à sa population, c'était de promettre de ne plus se présenter en 2014. Et Moubarak a fait exactement la même démarche en promettant qu'il ne se représenterait plus. Une telle promesse signifiait tout simplement que les deux présidents acceptaient qu'ils étaient totalement illégitimes et ils demandaient à leur société de les reconduire dans toute leur illégitimité. Autrement dit, on demandait aux sociétés de renouveler le pacte, non pas de légitimité, mais d'illégitimité. Et cela ne pouvait que réconforter les contestations dans leur propre quête de légitimité. Cela ne pouvait que pousser l'armée à abandonner les présidents, mais surtout, cela poussait aussi les États-Unis et les puissances européennes à abandonner les deux pouvoirs. Et partant, l'idée que le pouvoir était basé sur l'illusion, sur un équilibre artificiel, a fait sens au sein des sociétés. L'équilibre artificiel, illusion, ça nous fait penser à la guérilla latino-américaine des années 70, mais je crois qu'il y a des moments où le pouvoir montre effectivement qu'il se base sur un équilibre artificiel et sur une illusion, et la situation égyptienne et tunisienne nous ont montré cela très clairement. Un deuxième point nécessite d'être évoqué. Il s'agissait, en Tunisie et en Égypte au moins, et au début, des révolutions de type démocratique. J'utilise ce terme en contraste avec les révolutions eschatologiques qui proposent un horizon de délivrance. Et la Révolution française l'a proposé à un moment donné de son parcours, non pas au début, mais à un moment de son parcours. La Révolution russe était clairement une révolution eschatologique. La Révolution iranienne était aussi une révolution eschatologique. Mais le terme révolution démocratique, pour moi, s'inscrit aussi en opposition aux révolutions de type partisan qu'on a pu observer en Turquie, en Chine, bien entendu, dans nombre d'autres pays où une force armée crée un nouveau pouvoir millimètre carré par millimètre carré, jour après jour, et partant produit à la fois un ancien régime et de nouveaux rapports de force, de pouvoir. Les révolutions démocratiques ne s'inscrivent ni dans une perspective eschatologique, ni envisagent de créer par la lutte armée un nouveau rapport de pouvoir. Ce sont des révolutions de la division. Ce sont des révolutions à travers lesquelles les sociétés décrètent ou déclarent que ce sont des sociétés éclatées. Si on devait résumer ou synthétiser les demandes qui ont été formulées sur la place de Kasbah ou sur la place Tahrir en Égypte, au Caire, on pourrait arriver à la devise suivante: nous, le peuple uni, réclamons notre droit à être divisé et à être conflictuel. Il s'agissait, dans un certain sens, d'une demande d'entrer dans la banalité de la cité bourgeoise. Dans un certain sens, on demandait l'incertitude, entrer dans l'incertitude démocratique. Entrer dans l'incertitude démocratique puisqu'on se trouvait dans la certitude de pouvoir. Non pas que les élections ne tenaient pas lieu, mais ces élections ne pouvaient que reproduire la certitude de pouvoir sur une très longue durée. On voulait sortir de la certitude de la fatigue sociale,
qui se traduisait par une démobilisation massive, notamment au cours de la dernière décennie. Et la certitude de pouvoir, et la certitude de la fatigue sociale se traduisait en termes d'incertitude individuelle et collective. Et je crois qu'Isabelle, là, on voit effectivement combien les deux situations se répondent. Lorsque le pouvoir se reproduit dans sa certitude, les gens ne peuvent plus compter sur la certitude de leur avenir. Seul, paradoxalement, c'est cette incertitude démocratique qui peut débloquer la situation et en même temps permettre aux individus, aux familles, aux groupes de se projeter à partir d'autres repères de certitude. Et là, je crois qu'effectivement, on peut aller, l'apport de Claude Lefort me paraît extrêmement important. Donc, ce point est central pour expliquer pourquoi, à ses débuts, ces révolutions ont été si plurielles. Mais ce point est aussi important pour expliquer l'attitude que ces deux configurations révolutionnaires ont développées par rapport aux anciens régimes. En partant d'une analyse de Claude Lefort, Fethi Ben Slama a souligné que dans le cas tunisien, on a assisté à l'émergence d'un lieu vide de pouvoir. Lieu vide de pouvoir, vous l'avez mentionné déjà, je crois qu'effectivement c'est un point central dans la théorie de Claude Lefort, même si je dois avouer que je ne suis pas spécialiste de Claude Lefort, je ne suis qu'un simple lecteur. Le lieu vide de pouvoir, ça veut dire qu'à un moment donné, certes, on a des symboles, on a des martyrs. La révolution tunisienne a commencé par l'immolation par le feu d'un marchand ambulant qui a été érigé tout de suite en martyr, mais les martyrs ne constituent pas le garant, n'hypothèquent pas l'avenir de la société. On n'est pas du tout dans la situation iranienne, par exemple, où Khomeini, en tant que personne, incarnait les martyrs et devenait le garant de l'allégeance aux martyrs, à la cause des martyrs, ou le garant de l'authenticité de la cause qui avait été défendue par les martyrs. Le lieu vide de pouvoir signifie aussi qu'on s'inscrit directement dans la politique, ça veut dire dans la conflictualité, avec tout ce qui cela implique, y compris de lutte de classe, de lutte de clan, de lutte de factions et de la division. On n'a pas besoin d'un incorruptible qui, pour utiliser les termes de Patrice Nguénifé, qui serait censé se placer au-dessus de la politique, au-dessus de l'histoire, pour devenir par lui-même le garant de l'authenticité de la révolution. On n'a pas d'instance de sacralité puisque ce lieu de pouvoir doit rester vide. On n'est pas dans l'eschatologie et on ne peut absolument pas remplir ce lieu vide de pouvoir par un grand être, ni d'ailleurs par un horizon sacrificiel comme condition de délivrance. Ainsi, le lieu de pouvoir devient le lieu d'expression conflictuelle d'une communauté politique. Et partant, on comprend pourquoi, dans le cas tunisien et égyptien, on n'a pas brandi l'étendard sanglant. On n'a pas défini la politique comme guerre, comme le dirait Sartori. Le terme de dégage est devenu un programme politique, mais détaché de toute dimension de vengeance. Et cela nous permet pas mal de perspectives comparatives. Et nous permet aussi de saisir l'évolution de la Tunisie et de l'Égypte depuis le renversement de Ben Ali et de Moubarak. En effet, partant d'une telle définition conflictuelle, déchirée de l'espace politique, on ne peut forger un acteur collectif ou un leadership de la révolution. Le mouvement qui a eu lieu était à la fois profondément politique dans ses aspirations, et d'ailleurs il a abouti à certains changements qui ne sont pas négligeables, et de l'autre côté, on est impressionné de voir que ni en Tunisie, ni en Égypte, le mouvement n'a pas débouché sur la naissance d'une nouvelle force politique. L'espace de pouvoir qui a été désacralisé et libéré de l'emprise des anciens raïs de princes
est devenu quasi entièrement occupé par des acteurs institutionnels. Autrement dit, les partis politiques qui existaient déjà, mais qui étaient condamnés à une certaine marginalité politique. Et parmi ces partis-là, en Tunisie, en partie la gauche, mais la dominance étant islamiste, et en Égypte, la mouvance islamiste, l'autocensure, a pu obtenir 75% de voix. Donc, le lieu vide de pouvoir a été rempli tout de suite par des acteurs institutionnels qui sont, je reviendrai tout à l'heure, qui sont de nature ultra-conservatrice en grande partie. De manière symétrique, on a vu que l'incapacité de donner naissance à une nouvelle force politique signifiait aussi que le mouvement ne pouvait pas compter sur des ressorts de radicalisation interne. Certes, aujourd'hui, on discute beaucoup de l'idée de la révolution confisquée, de la révolution trahie, et dans ce sens-là, on est vraiment dans la problématique russe ou iranienne ou toute autre révolution. L'idée de la révolution qui se met en contre-révolution est largement discutée, et en même temps, on voit que la contestation ne peut pas se radicaliser, la révolution ne peut pas se nourrir de l'idée de sacrifice ou de sacralité. Comme dirait Baudrillard, on sacralise le monde par le sacrifice, on radicalise le monde par le sacrifice, alors qu'aujourd'hui, on est dans l'incapacité de radicaliser le monde par le sacrifice. Et on est aussi, de manière parallèle, dans l'incapacité d'ériger un couple ami-ennemi, le principe d'inimitié, en principe fondateur de l'espace politique. L'inimitié reste certes par rapport à l'ancien régime, mais comment définir l'ancien régime alors qu'on l'a réduit à un prince haï et à sa famille et tout le reste de l'establishment restant très largement debout. Donc voici une deuxième série de questions par rapport à la sacralisation ou la radicalisation ou non d'une contestation révolutionnaire démocratique. Est-ce qu'une révolution démocratique peut être radicale dans les transformations auxquelles elle aboutit? Oui, mais elle ne peut pas se nourrir de sa propre radicalité pour entrer dans les surenchères ou pour devenir une révolution eschatologique, pour le moment du moins. Une troisième série de questions qu'on peut se poser, c'est comment conduire une révolution dans une société ultra-conservatrice. Là, je n'y reviendrai pas, mais c'est vrai que le monde arabe est devenu, le monde musulman d'une manière générale, est devenu très conservateur pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, des raisons tout à fait sociologiques, économiques, tout ce que vous voulez. Donc, comment conduire une révolution dans une société conservatrice? Comment cela a été possible? La révolution a été possible dans les deux cas, ou la configuration révolutionnaire du moins, parce qu'on a pu avoir une triple mobilisation. Une mobilisation interclasse. N'oublions pas que les classes moyennes ont massivement participé à la contestation pour des raisons multiples, mais aussi des classes défavorisées. Une mobilisation intergénérationnelle. Les contestations n'ont pas porté uniquement la marque de la jeunesse. Au contraire, l'attente démocratique débordait de très loin la jeunesse en tant qu'elle-même. Et les gens, les générations qui avaient 60-70 ans ont repris de service à la faveur de ces contestations. Et en même temps, il y avait aussi une troisième mobilisation intergenre. Il est impressionnant de voir combien les femmes de toute catégorie et de tout âge ont pu contribuer à la contestation. Et dans un certain sens, c'est le mouvement qui a commencé a été catalyseur des mobilisations qui dépassaient, disons, un certain noyau dur. Et en même temps, aujourd'hui, on voit combien cette triple mobilisation commence à se dissoudre, que les classes moyennes ne sont plus du tout dans le mouvement, pas d'ailleurs davantage les classes défavorisées, que les générations, disons, anciennes se sont retirées et reste en gros sur la place une mobilisation intergenre de jeunes issus des classes moyennes. Et cela nous amène à certaines expériences historiques, dont l'expérience de la Deuxième République en France. La Deuxième République, donc 1848, a été passible par une mobilisation révolutionnaire.
La rue a joué effectivement le rôle de catalyseur pour déclencher des dynamiques multiples, pour aboutir effectivement à un changement politique remarquable. Et de l'autre côté, l'urne qui a été pu mobiliser, l'urne qui a pu être obtenue grâce à la Révolution, a opté dans un sens profondément anti-révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Le parti de l'autre a pu être relativement rapidement récomposé à partir d'autres dynamiques. Plusieurs auteurs ont remarqué récemment l'importance de la perplexité, mais aussi de la richesse des analyses de Marx à cette occasion. Et on a rappelé aussi la phrase de Louis-Philippe, « La République a de la chance, elle peut tirer sur la foule ». Et je crois qu'aujourd'hui, Ben Ali et Moubarak doivent dire la même chose. Les généraux ont de la chance, ils peuvent tirer sur la foule et on ne bouge pas. Et on voit combien, parallèlement à l'extravagance du bonapartisme, qui a pu se saisir de l'État pour, disons, la reconfigurer à son effigie en quelque sorte, un nouveau bloc a émergé, un nouveau bloc dans lequel la paysannerie a pu occuper une place, mais aussi une certaine bourgeoisie, laquelle bourgeoisie a vu paradoxalement ses marges de manœuvre considérablement réduites. Et aujourd'hui, on peut se poser la question si en Tunisie, mais surtout en Égypte, on n'est pas en face d'une telle dynamique. D'emblée, on s'était rendu compte que la dynamique révolutionnaire et la dynamique restauratrice allaient de pair, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'au-delà de cette parallèle, au-delà de cette coexistence, de cette double dynamique, on est en face de l'émergence d'un nouveau type d'État, qui est mobilisé, qui est en partie dominé par un acteur hégémon issu des urnes et par un acteur d'establishment qui est destiné à coexister avec le parti gagnant, le parti qui obtient le plus grand des suffrages. De ce point de vue-là, on voit combien aujourd'hui les deux sociétés sont travaillées par une quête de l'ordre moral et de l'ordre politique, et que les acteurs conservateurs issus d'un certain islamisme peuvent répondre à cette double quête en proposant et un ordre moral et un ordre politique. Si on prend aujourd'hui la stratégie des frères musulmans, on voit que cette stratégie est triple. D'une part, le mouvement est autonome, est capable de définir à partir d'une certaine autonomie l'État égyptien, mais pour Ennahda en Tunisie, on pourra dire la même chose. En deuxième lieu, ce mouvement a le soutien des classes moyennes et d'une bourgeoisie puritaine. N'oublions pas que les frères musulmans, mais Ennahda aussi, se sont convertis à un néolibéralisme à outrance. Et cela leur permet effectivement de disposer d'appui de classe au sein de ces catégories. Et de l'autre côté, on est en face des mouvements, en troisième lieu, on est en face d'un mouvement qui a la capacité de redéfinir la question sociale comme une question essentiellement non politique, comme une question qui peut être gérée par la simple charité, laquelle lui apporte beaucoup de clientèle. La configuration de 1848-1852 se voit très clairement, effectivement, un acteur qui est capable de redéfinir l'État, les classes moyennes qui peuvent le soutenir, ou en tout cas une bourgeoisie, et la paysannerie. Dans notre cas, ce sont des classes défavorisées. Donc ainsi se joue une sorte de dialectique rue-urne. La rue, qui n'a pas disparu, reste la seule garante du changement, et en même temps, cette rue est de plus en plus isolée, voire écrasée par l'establishment militaire, et n'en doutons pas, à l'avenir, dans le monde arabe, on va tirer sur les jeunes et surtout on va tirer sur les jeunes femmes. La banalité de la cité bourgeoise. J'ai dit qu'effectivement, à la base de ces mouvements-là, il y avait cette volonté d'entrer dans la banalité de la cité bourgeoise, dans l'incertitude de la cité bourgeoise. Mais qui dit d'entrer dans la banalité de la cité bourgeoise veut dire aussi s'exposer aussi à la crise de la cité bourgeoise, laquelle est habitée par une crise économique, notamment dans les deux cas qui nous intéressent. Et la cité bourgeoise est travaillée par de très nombreuses tensions, des passions révolutionnaires, des tensions révolutionnaires sur lesquelles François Furet avait attiré notre attention,
mais aussi d'autres tensions qui peuvent être cette fois-ci liées parfaitement au contrôle social, à une attente conservatrice. Et aujourd'hui, on voit que dans les deux pays, on peut parfaitement mettre en place une ossature institutionnelle démocratique et de l'autre côté, travailler ou occuper l'espace de visibilité, homogénéiser l'espace de visibilité et partir de l'orthopraxie comme un mode de contrôle social. Donc la démocratie peut formellement exister et en même temps cette démocratie peut être limitée, non pas juridiquement, mais de fait par une attente et des pratiques ultra-conservatrices et les pratiques d'orthopraxie. Donc, en troisième lieu, j'ai essayé d'exposer un peu, disons, l'évolution de ces deux pays et je souhaiterais quand même aller un peu plus loin dans un quatrième temps pour dire que les configurations révolutionnaires en Tunisie et en Égypte ont déclenché aussi un effet de domino dans le reste du monde arabe. On peut y revenir dans la discussion. Je crois que ces événements nous ont montré que le monde arabe existait. C'est un concept qui est un concept piège. Chaque fois qu'on essaie de le construire, ça nous glisse des mains, mais chaque fois qu'on l'abandonne, ça nous revient par un effet de boomerang. Et donc, du coup, je dirais que les sciences sociales n'ont pas d'autre choix que d'accepter ces pièges conceptuels. Le monde arabe fait partie de ces pièges. Et donc, partout, les lignes de force ont bougé. Et on ne peut plus du tout penser le monde arabe ou chacune des sociétés arabes sans prendre en considération les changements qui ont eu lieu en 2011 et qui continuent à avoir lieu en 2012. Il n'en reste pas moins que le scénario tunisien ou le scénario égyptien n'a pas pu être reproduit ailleurs. Cela signifie en partie que chaque société a ses spécificités, mais aussi que la nature de pouvoir peut être différente d'un pays à l'autre. On utilise effectivement d'une manière générale le terme d'autoritarisme pour définir l'État arabe, où on l'utilisait, mais en même temps, il y a aussi des différences entre les autoritarismes. Dans certains cas, on a vu que non seulement la société était fragile, que la capitale en tant qu'espace ne jouait pas beaucoup de rôle, que les tribus ou la don confessionnelle pouvaient exercer une certaine hypothèque sur la société et sur l'espace politique, et que de l'autre côté, parallèlement, le pouvoir pouvait s'exposer nu par une coercition absolue. Le pouvoir peut apparaître dans une nature parfaitement milicienne. Et le cas libyen, et aujourd'hui, depuis un an maintenant, le cas syrien, nous montre combien l'État peut, dans certains cas, apparaître comme un État purement milicien, comme un État purement prédateur, un État qui est subordonné à une structure para-étatique. Un État qui est capable de suspendre tout jeu de légitimité en cas de contestation. Ou alors imposer la légitimité perverse, une sorte de légitimité perverse. L'expression a été utilisée par le politiste John Waterbury il y a une trentaine d'années. Qu'est-ce que ça veut dire, la légitimité perverse? Elle signifie tout simplement que l'État n'écrasera pas sa société si la société obéit. En contrepartie, si la société conteste, elle sera écrasée, au sens propre du terme. Donc, l'État contre sa société. Et un tel modèle nous renvoie à une donne primaire et première de l'État qui est analysée à Charles Tilly. Claude Lefort et Charles Tilly, je sais que ça ne va pas toujours très bien ensemble. Et en même temps, je crois qu'une certaine réalité de pouvoir nous renvoie aujourd'hui à cela. Charles Tilly disait « war-making, crime-making, state-making », donc l'État comme une entreprise criminelle, l'État comme une organisation mafieuse. Et aujourd'hui, on voit effectivement comment, en Syrie, l'État peut fonctionner comme un organe de war-making et de crime-making. Cela nous éloigne, j'en suis conscient, de la philosophie politique, mais en même temps nous pose aussi la question de comment on peut analyser la coercition pure, la coercition délibérée, qui détruit l'espace de la politique, puisqu'elle détruit l'espace elle-même. Ou alors qui développe une ingénierie politique totalement perverse, qui combine la répression et la destruction contre une majorité,
qui utilise la contrainte sur une confession ou sur une tribu pour en monopoliser les ressources, et qui utilise aussi massivement la peur auprès, par exemple, des communautés chrétiennes en Syrie. Donc, comment analyser de tel type de configuration, mais surtout comment analyser l'évolution d'un mouvement révolutionnaire dans de tels types de configuration? Est-ce qu'on peut parler de la révolution alors que dans le cas de la Syrie, on entre très clairement dans un état de violence qui, comme dirait Pécaud, déclenche aussi, érige la violence au cœur d'un système de transaction, mobilise, militarise les dynamiques anciennes et déclenche les nouvelles dynamiques de violence. Dans la présentation de cette journée, on lit que Claude Lefort avait publié il y a très longtemps une revue qui s'appelait Socialisme et Barbarie. Pardon, Socialisme ou Barbarie, excuse-moi, oui, pardon. Je ne sais pas si la question se pose aujourd'hui encore dans ce terme, mais à l'évidence, le terme de barbarie, visiblement, est à retenir, c'est un mot à retenir, et Michel Sorin, le spécialiste du monde arabe qui a été l'une des victimes du régime de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, avait écrit un article qui est remarquable, qui a été réédité sous forme d'un livre, État de barbarie, État dans les deux sens, État en tant qu'organe, État en tant que situation, et barbarie dans les deux sens, hors la cité bourgeoise, mais aussi la barbarie en tant que telle. Et aujourd'hui, je pense que la philosophie politique se retrouverait de nouveau en face de cette urgence d'analyser la barbarie. Merci beaucoup.